Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer notre première conférence sur le stand de Grand Paris Aménagement de ce matin, avec une thématique qui pour nous est très importante, qui est la question de notre empreinte, de notre impact. Et on peut toujours parler d'engagement, d'ambition, mais à un moment donné, ces engagements, ces ambitions, il faut savoir les mesurer. Mesurer pour orienter la prise de décision, mesurer aussi pour pouvoir tout simplement rendre des comptes sur nos engagements et sur la manière de les tenir. Alors, ce sujet, il est complexe, surtout quand on parle d'aménagement. À l'échelle du bâtiment, ce sont des sujets qui sont bien maîtrisés aujourd'hui. À l'échelle de l'aménagement, il y a beaucoup d'autres dimensions qui entrent en ligne de compte et on voit qu'on est dans un moment où on est en train de poser des solutions. Donc je vais tout de suite passer la parole à Anna Pérou, qui est directrice de projet d'appui aux opérations et qui est en charge de l'innovation au sein de Grand Paris Aménagement, pour vous introduire le travail qu'on a mené ces derniers mois avec une autre ville et AMOS pour mettre en place, tester et dans une optique de généraliser des outils de mesure en stade amont et en stade de suivi des opérations. Anna, je te passe la parole. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, en effet, on a testé ces derniers mois une méthodologie qui a été développée par une autre ville et AMOS qui s'appelle EuroCO2, qu'on a testé sur trois de nos opérations qu'on a appelé étalons qui avaient certaines caractéristiques types de nos opérations. Et donc, voilà, je vous repasse pas le discours sur la nécessité de réduire notre empreinte carbone. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est en quoi les aménageurs ont des leviers plus ou moins directs sur notre consommation carbone. Donc, avec un lien direct sur le logement et sur les infrastructures, des liens un peu moins directs sur la question de la mobilité, et des leviers encore plus indirects, mais sur lesquels on peut tout de même agir au stade de l'aménagement, sur la question de l'alimentation et de la consommation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a testé cette méthodologie EuroCO2. En fait, la méthodologie EuroCO2, ça permet de calculer, en fait, de coupler un bilan carbone au bilan financier. Donc un bilan, c'est des bilans simplifiés. On peut le réaliser à toutes les étapes de l'opération, mais l'étape à laquelle c'est le plus décisif, c'est de faire cette empreinte carbone au tout début, vraiment dans les phases amont de l'opération, afin d'avoir des vrais leviers et des vrais choix à faire. Parce que cette méthodologie est vraiment un outil d'aide à la décision et nous permet à la fois de voir les leviers carbone que l'on peut lever et leur approche financière, et de voir si les investissements qui sont faits sur ces questions de carbone sont à la hauteur du gain carbone que l'on peut faire. Donc je l'ai dit, c'est un couplage entre le carbone et l'économie des projets. L'objectif, c'est de pouvoir raisonner en bilan avec un bilan coût-bénéfice carbone. L'outil reste très simple. On a été accompagné donc par une autre ville et AMOS pour faire ces bilans avec les quelques données au stade vraiment des études amont. Donc voilà. Donc le principe, c'est qu'on a un scénario de projet qui est une base et que on va calculer, analyser également les variantes. Ça, c'est assez classique. Il y a 4 grands postes qui ont été, 4 grandes thématiques en fait qui ont été analysées. La partie aménagement, donc les travaux d'espace public, la partie immobilier, la partie énergie et la partie mobilité. Ce qui était intéressant aussi de voir, c'est que cette approche financière, elle nous a permis de voir où étaient faits les investissements pour faire cette réduction carbone et qui en bénéficiait à la fin, qui nous permet aussi de pouvoir repenser la chaîne de valeur de l'aménagement et de pouvoir rééquilibrer les investissements en fonction de l'ensemble de la chaîne en fait de l'aménagement. Je laisse la parole à Simon. Bonjour.
Donc comme le disait Anna, en fait, on analyse, on évalue l'empreinte carbone à la fois pour le projet et pour un scénario, on va dire business as usual, un extrême moins, comme il est dit sur cette diapo, et le scénario optimisé qui permettrait de réduire au maximum l'empreinte carbone. Et ça permet en fait de bien comprendre les efforts déjà consentis, déjà à valoriser sur le projet, et les efforts qu'il resterait, les leviers qu'il resterait encore à parcourir pour vraiment réduire à portion congrue l'empreinte carbone du quartier. Ça ne veut pas dire que l'approche moins, c'est le scénario réglementaire. C'est pas forcément le scénario qui respecte la réglementation. Parce qu'on se rend compte quand même que sur les territoires, via les PLU, les SDAG, etc., il y a souvent des fois des exigences qui vont un peu plus loin que simplement la réglementation. Donc le scénario moins, c'est vraiment le scénario le plus critique. Par exemple, tous les sols sont imperméables, les bâtiments ne respectent que la RT 2012, tous les projets sont approvisionnés en gaz, etc. Et à l'inverse, l'approche plus, c'est vraiment l'approche quasiment idéalisée où vraiment tous les scénarios seraient... tous les curseurs seraient réduits au maximum. Donc c'est vraiment une approche relative et qui permet de valoriser où en est le projet. Donc les trois quartiers les trois projets urbains qu'on a étudiés, c'était un écoquartier sur une friche, un projet en recyclage urbain où vraiment il y a une part de démolition, et enfin une zone d'activité plus éloignée des transports en commun et qui accueille exclusivement de l'activité économique. Donc on voit vraiment que les postes ne sont pas forcément les mêmes, les postes d'émissions de CO2. Donc là, c'est rapporté en kilos CO2 par mètre carré. On aurait pu aussi imaginer par hectare de projet ou par usager équivalent ou par habitant. Le choix a été fait sur cette méthodologie de rapporter par mètre carré SDP, donc de construit. Et donc on voit que le premier enseignement à tirer de ça, c'est que la localisation du projet par rapport aux infrastructures lourdes, par rapport au transport en commun, a vraiment un impact extrêmement important sur l'empreinte carbone d'un quartier. Donc ce qui suppose qu'au-delà de la localisation, vraiment la question de la programmation, la question de qu'est-ce qu'on va faire sur ce quartier et où on le positionne a un impact très lourd sur l'empreinte carbone d'un projet. Donc là, les quelques enseignements à tirer, je vais les égrener comme ça. Donc le deuxième enseignement, vous pouvez me compléter si vous voulez d'une autre ville, c'est le curseur, la réhabilitation versus la construction neuve. C'est vraiment de montrer l'importance des fois de davantage réhabiliter que de démolir quand les conditions le permettent. En tout cas, d'un point de vue carbone, ce sera toujours un avantage. Ensuite, la question du stationnement, le fait de construire en infrastructure, en aérien ou à rez-de-chaussée des immeubles, ça a un impact aussi non négligeable. Mais après, évidemment, le carbone n'est pas le seul indicateur. Il faut aussi le marier à la question de l'urbanité, la question de l'étalement urbain, etc., etc. Et le dernier aussi point à noter quand même, c'est que plus les espaces publics sont minéralisés, on va dire, plus l'impact CO2 est fort. Parce qu'il y a aussi le stockage biogénique du carbone et le fait que des espaces verts aussi sont favorables à une réduction de l'empreinte carbone. Ensuite, le troisième enseignement à retenir, c'est que l'indicateur carbone, l'impact carbone est intéressant à regarder parce qu'il va toujours dans le sens de nombreux co-bénéfices en fait. Donc les solutions fondées sur une réduction de l'empreinte carbone servent c'est intéressant de l'avoir comme fil directeur sur la conception d'un projet. Ce qu'on voit bien, et c'est du bon sens, que de rechercher des matériaux moins carbonés, c'est des matériaux souvent plus simples, naturels. De rechercher une moindre imperméabilisation des espaces publics, c'est donc favorable aussi à la gestion des eaux de pluie et à la réduction de l'empreinte carbone. Et enfin, j'en termine là, mais je pourrais laisser après éventuellement 2 mots à une autre ville sur ce sujet. Le dernier enseignement qui est à retenir, c'est que, et c'est vraiment l'intérêt de la démarche, c'est qu'on couple les variantes, les solutions qu'on étudie avec un bilan financier. C'est de se rendre compte qu'il y a différents cas de situation. On peut avoir des réductions de l'empreinte carbone qui sont aussi un gain économique. On peut avoir évidemment des investissements qui permettent de diminuer l'impact carbone d'un projet.
Et on peut avoir à l'inverse des choses qui coûtent plus cher et qui sont évidemment plus émettrices de CO2. Et donc ça sert vraiment d'outil d'aide à la décision et ça peut donner des clés de compréhension aux différentes parties prenantes sur un projet. Voilà. Donc si vous avez des questions, je ne sais pas si on les prend ou pas, ou si on passe le micro. Et je peux laisser compléter si vous avez besoin. C'est bon ? Ok. Donc si vous avez des questions, on est plusieurs à pouvoir vous répondre. Peut-être juste dire, pendant que vous réfléchissez à vos questions et que vous levez la main pour avoir le micro, un des points qui nous a beaucoup séduit, parce qu'on a testé différentes solutions, c'est la simplicité d'utilisation pour les équipes en phase opérationnelle. Parce qu'à un moment donné, on a des outils qui nécessitent énormément de saisie de données, et à un moment donné, on perd cette simplicité qu'il y a notamment dans les phases amont pour pouvoir aller de l'analyse à la décision. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ce slide. C'est-à-dire le fait de ne pas raisonner uniquement sur une logique impact carbone, mais vraiment sur une logique économique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les deux. Il y a une optimisation à faire, bien évidemment. Il faut qu'on diminue nos empreintes, mais ça ne veut pas nécessairement dire, et c'est bien illustré ici, du coup, en plus, on peut vraiment avoir une économie, une intelligence de projet derrière. Et troisième chose importante, c'est que du coup, la décision que nous avons prise, compte tenu de ces deux premiers points, c'est désormais de systématiser cette démarche sur l'intégralité de nos projets pour pouvoir vraiment avoir cette aide à la décision dans les phases amont. Rendre compte aussi, ensuite, sur les décisions qui ont été prises et le pourquoi des choses. Et un des sujets que nous travaillons aujourd'hui et qui nous intéresse beaucoup, c'est aussi de faire le scénario, j'allais dire, et si on ne faisait rien ? Parce que une chose est de mesurer l'impact positif ou négatif de un peu plus, un peu moins, etc. Mais on oublie trop souvent que ne pas faire quelque chose à tel endroit, dans telle circonstance, ça veut dire en fait créer de la pression ailleurs. Et ce n'est pas nécessairement un scénario de moindre impact carbone au niveau global. Ça, c'est l'ambition. C'est pas si simple que ça à modéliser, mais en tout cas, on travaille dessus. Et donc, nous sommes preneurs de vos questions, si vous en avez. Soit levez la main et on vous passe le micro, soit sinon juste après cette séance. Alors, je vois pas de main qui se lève. Donc je vous propose de vous rapprocher si vous avez des questions sur le sujet. Merci beaucoup à Une Autre Ville et à MOS qui nous accompagne depuis le début sur cette opération et pour la crédibilité en fait de tout ce qui a été développé. Parce que c'est vraiment un outil, je vous l'ai dit, qui va nous servir de plus en plus dans les années qui viennent. Merci à toutes et à tous.